Ces questions préliminaires, une fois posées, sans doute faut-il tenter de leur découvrir un premier dénominateur commun qui nous serve de repère. Quand nous parlons de l'Europe, c'est ce que je vous propose, en tout cas comme méditation, qui prendra d'une certaine manière la suite du prologue du film de Lars von Trier. Quand nous parlons de l'Europe, quand nous évoquons les dangers qui la menacent, de l'intérieur comme de l'extérieur, à quoi refusons-nous de renoncer? Qu'est-ce qui, dans l'idée même d'Europe, est pour nous de l'ordre de l'irrenonçable? J'emprunte ce mot, peu usité, à la philosophe espagnole Maria Zambrano, que je ne peux que vous inciter à lire parce que c'est un esprit rare. Auteur d'un bel essai intitulé « Agonie de l'Europe », écrit en 1945, lors de son exil à la Havane, où elle trouva refuge après avoir fui la dictature franquiste. Il est d'ailleurs probable que toute situation d'exil, surtout si elle est déterminée par le refus de l'intolérable, offre l'occasion de mieux percevoir cet irrenonçable et de circonscrire le noyau identitaire à quoi on s'est soi-même identifié de manière consciente ou inconsciente et qui finit par devenir un point aveugle lorsqu'on vit au quotidien dans sa proximité. C'est, par exemple, en revenant en Europe, après son exil américain, que le héros du film de Lars von Trier mesure l'ampleur de la confusion qui s'est emparée des esprits durant la période nazie et qui s'est, semble-t-il, perpétuée depuis lors, indépendamment du rejet du nazisme en tant qu'idéologie. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est deux choses différentes. L'imprégnation de cette confusion n'est pas forcément abolie. Je ne puis, dans cet esprit, que vous inviter à voir également l'admirable trilogie d'Axel Corti intitulée Welcome in Vienna, et tout particulièrement la troisième partie qui offre d'évidentes similitudes avec le repas de Lars von Trier. C'est également lors de son exil en Suisse, cette fois-ci d'abord avant qu'il parte en Amérique, que Thomas Mann écrit en 1936, donc l'ouvrage que j'ai déjà cité, Avertissement à l'Europe, en réponse à l'excommunication nationale, rien que ça, dont il a été frappé. Je le cite, « La crise qui menace de nous faire retourner à la barbarie a ses racines dans la générosité aveugle de ce siècle, écrit-il, et il parle en l'occurrence autant du XIXe que du XXe siècle. » Prononcé par un ardent défenseur de la culture et de l'humanité partout où elle est menacée, ce constat vaut d'être médité. C'est à Londres, enfin, où elle a rejoint la France libre, que la philosophe Simone Weil écrit en 1943 ce livre inclassable qu'est L'enracinement, dont le sous-titre est Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, rien que cela. Et ce livre dont Albert Camus dira « Il me paraît impossible, en tout cas, d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies dans L'enracinement. » Autre livre à lire, bien sûr. J'ose donc la question. Où en sommes-nous aujourd'hui quant au droit imprescriptible des Européens à s'enraciner dans autre chose qu'un idéal consumériste, désormais mondialisé, ou qu'un humanitarisme de bonne aloi, tout juste bon à panser provisoirement quelques-unes des plaies ouvertes un peu partout sur la planète Terre par les nouveaux maîtres du monde. Si tout penseur digne de ce nom doit être prêt à endurer l'expatriation, comme le montrent les exemples précités, cet exil me semble en train de devenir intérieur pour nombre d'Européens en perte de repères, vacillant entre une identité nationale frappée de suspicion
pour de bonnes et de moins bonnes raisons, et une identité supranationale qui n'est pour l'heure qu'un cache-misère abstrait, puisque c'est sous la bannière de la société marchande que s'étend à l'échelle planétaire un déracinement humain généralisé, abusivement nommé cosmopolitisme, c'est un habillage, ça, évidemment, puisque ce vocable n'a plus rien à voir avec le double sens que les Grecs anciens donnaient à ce terme, à savoir être, devenir, se sentir le citoyen d'un monde qui soit à la fois un cosmos, c'est-à-dire un tout harmonieux et organisé, et une polis, P-O-L-I-S, c'est-à-dire une cité. Ce sont là deux exigences majeures dont on ne retrouve pas grand-chose, il faut bien dire, dans la notion, comment dirais-je, de cosmopolitisme telle qu'on la pratique aujourd'hui. Jamais, autant qu'aujourd'hui, ne s'est en effet imposé la nécessité de dépasser par la culture, justement, dont c'est en Europe la fonction la plus noble, l'alternative stérile entre cosmopolitisme et enracinement, dont les peuples sentent d'ailleurs d'instinct qu'en la leur imposant sur de telles bases, on leur ment. Je vous propose donc ce petit exercice que chacun et chacune de vous aura ensuite tout loisir de poursuivre pour son propre compte en privé. Vous êtes loin de l'Europe, pour des raisons beaucoup moins dramatiques que celles que je viens d'évoquer, mais vous sentez poindre en vous une certaine nostalgie pour le vieux continent, comme on dit, et peut-être même un sentiment d'exil. Et je précise qu'on pourrait en dire autant d'un Asiatique qui aurait quitté l'Asie, etc. Je ne prétends nullement qu'il y ait là un privilège européen. À quoi dès lors ne seriez-vous pas prêt à renoncer, qui vous paraissent typiquement européens? Et quand je dis européen, je ne pense pas à une simple extension du sentiment d'appartenance à un pays, avec ce que cela peut comporter d'irrationalité affective et de chauvinisme. Je pense à une spécificité qui nous semble alors si précieuse que nous ne pouvons envisager d'y renoncer sans avoir le sentiment d'un appauvrissement insupportable, non seulement pour nous-mêmes, mais indirectement pour toute l'humanité. Ce qui se trouve là, ce qui s'est épanoui là, ne se trouve pas ailleurs et nous définit en propre, même si nous sommes prêts à le partager avec quiconque en apprécie également la rareté. Permettez-moi donc de me prêter au jeu et de vous livrer à ce propos quelques rapides impressions personnelles. Je me trouve occasionnellement à Houston, Texas, pour un colloque, au milieu des buildings, donc, dont certains sont, il faut bien le dire, superbes, et avec à ma disposition un large choix de chaînes de télévision qui n'a d'équivalent que le nombre des pasteurs évangélistes que je puis trouver dans l'annuaire téléphonique en cas d'urgence spirituelle. Je puis aussi descendre au bar où l'on sert de très bons vins mexicains. Tout est parfait donc. Pourquoi l'image des petits villages provençaux ou toscans s'impose-t-elle alors à moi et réveille-t-elle le souvenir de l'Europe, qui me paraît tout à coup beaucoup trop lointaine? Je visite le Moyen-Orient et m'émerveille d'y découvrir nombre des racines de l'Europe culturelle et spirituelle. Ceci est indéniable. Et pourtant, quelque chose dans la lumière poudreuse, dans l'architecture à la fois très géométrique et, à mon goût, en tout cas, trop richement ornementée, me fait sentir que je ne suis pas vraiment là, chez moi. Me voilà, et j'en finis avec ces quelques touches, en Inde du Sud, dans cette Inde que j'aime tant,
mais qui me fait à chaque pas sentir ma condition d'étrangère, tant du point de vue religieux que dans le moindre de mes gestes. Se frayer un chemin dans des foules d'une densité étouffante, traverser une rue, ou prendre place dans un bus, un train, et s'apercevoir qu'une place est tout autre chose que ce qu'on entend par là en Europe. Pourquoi voyager d'ailleurs, si ce n'est pas pour prendre acte de ces différences et les respecter comme telles? Mais la question qui nous occupe n'est pas là. Avant d'être l'entité géographique, politique et économique, et culturelle bien sûr, qui a tant de mal à se construire aujourd'hui, l'Europe me semble être devenue, grâce à la culture qu'elle nous a transmise justement, ce que j'appellerais une catégorie de notre sensibilité. Autant dire qu'elle induit, par son existence dans nos esprits, un type de rapport à l'espace et au temps dont nous n'avons plus conscience, sauf en nous exilant, mais qui structure implicitement toutes nos activités et nous donne, ou du moins nous donnait jusqu'alors, un horizon commun, c'est-à-dire une manière particulière de percevoir la relation du proche et du lointain, de l'intimité et de l'étrangeté, de l'intelligence et de la sensibilité. Et si nous savons bien que cette manière est elle-même très diversifiée selon les contrées, pouvant toutes se dire européennes, nous en connaissons les modulations principales et sommes capables de les décliner comme autant de tonalités restituant toutes leurs nuances à l'âme et à l'esprit européen. C'est d'ailleurs ainsi que les visiteurs étrangers perçoivent spontanément l'Europe, que ses proportions géographiques leur permettent d'ailleurs d'entrevoir comme un tout, magnifiquement proportionné, équilibré jusque dans ses contrastes. On est toujours suffoqués quand les Américains vous disent qu'ils viennent faire l'Europe. Hein. Ils viennent visiter l'Europe. Bon. Alors passons sur ce que cette démarche touristique peut avoir de naïf ou d'arrogant eu égard à l'extrême diversité culturelle des pays européens. Ce qui m'intéresse dans ce regard englobant est la source d'où il tire son unité. Et je me demande si on ne pourrait pas appliquer à l'Europe ce qu'Oswald Spengler, que j'ai déjà cité, disait du symbole primaire par quoi chaque culture éveille l'homme à lui-même, à travers la conscience de son environnement temporel, mais plus encore spatial. La première intuition de la profondeur, disait Spengler, est un acte de naissance psychique à côté de la naissance corporelle. Spengler qualifiant l'homme européen de faustien en raison de sa tension d'esprit, je cite, vers le lointain, vers l'au-delà, vers l'avenir, et pour tout dire, vers l'infini. Il faudrait revoir la fameuse scène du second Faust de Goethe, où effectivement c'est cette conquête de l'infini qui motive la démarche, d'ailleurs suicidaire, de Faust. L'invention de la perspective géométrique aurait-elle revêtu en Europe une telle importance si Spengler ne disait vrai, et si l'esprit européen ne s'était reconnu à partir du XVIe siècle tout au moins dans cette reconfiguration quasi mathématique du proche et du lointain? Cela dit, je reste persuadée qu'une part non négligeable de l'héritage culturel européen ne s'est jamais reconnue dans le regard faustien, aujourd'hui assumé par une hypermodernité devenue cosmopolite et en décalage de plus en plus flagrant avec les préoccupations de terrain qui sont celles de la plupart des Européens. Et quand je dis de terrain, ça n'a évidemment rien de péjoratif et ça ne veut pas dire non plus de terroir, hein, parce que quand on dit de terroir, c'est encore pire. Alors pourquoi l'admirable équilibre entre le fini et l'infini, découvert et mis en œuvre par des siècles de grande culture européenne, serait-il à jamais perdu? Encore faut-il accepter l'idée qu'il n'y a pas d'homme en soi, hormis dans le cerveau surmené des idéologues, mais un façonnage culturel de l'humain. Et j'ai montré dans Des héritiers sans passé combien le génie européen semble avoir justement
trouvez là une mesure à nul autre pareille entre formation de la personnalité individuelle, la Bildung, qui est si présente dans la culture allemande, et ouverture à l'universel. Et sans qu'il s'agisse là d'un déterminisme réducteur, je pense pouvoir dire, du moins est-ce ainsi que je le ressens, qu'un tel sens de la mesure n'aurait pu être tel sous d'autres cieux, d'autres lumières, d'autres espaces, que ceux du petit cap du continent asiatique, comme disait Valérie, nommé Europe. D'où ma question. L'Europe d'aujourd'hui est-elle en train de perdre la mesure qui lui était propre, et avec elle l'équilibre que nous enviaient jusqu'alors les habitants des autres continents?